En 2011, paraissait Les Ignorants, récit d'une initiation croisée, une bande dessinée d'Étienne Davodo transcrivant le récit vivant et joyeux d'un apprentissage mutuel entre le dessinateur et le vigneron Richard Leroy. Durant cette année, ces deux ignorants de leurs pratiques respectives échangent leurs connaissances et savoir-faire et mettent en évidence les points communs de leur activité. Étienne Davodo s'initie au goût des vins et découvre la taille, le décavaillonnage, la tonnellerie, la vinification, la biodynamie. Le vigneron, de son côté, lit des bandes dessinées, rencontre des auteurs, un imprimeur, parcourt des festivals. 8 ans plus tard, qu'en est-il de ces connaissances et de cette connivence? Récit des sédimentations de cette initiation croisée lors d'une rencontre avec Jérôme Dupeyrat Et Laurence Farr. Nous sommes en mai 2019, à Rabelais-sur-Layon, en Anjou, sur le domaine de Richard Leroy. La raison pour laquelle je suis arrivé dans la région, c'était le chenin, parce que je savais que le chenin avait une histoire, que c'est un Alors cépage. Chenin, tu peux préciser Le chenin, c'est le fameux raisin de la Loire. C'est celui qui sert à faire les meilleurs vins du monde. De toute façon, faut le savoir. Je ne le répète plus, vous le savez. Et on est quelques millions à parler ensemble en ce moment, et je peux vous dire qu'aucun n'ira dire le contraire. Voilà. Dans le livre, tu dis il n'a pas bonne réputation, ce vin. Oui, c'était en 91 et c'est vrai que c'était assez drôle parce que c'était au Salon de l'Agriculture et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Robin, qui était président des Coteaux du Layon Village, qui était un poste intéressant. Puis ça a toujours été une personne d'ailleurs très cultivée et qui m'arrête et qui me dit « Monsieur, goûtez mon vin ». Et je lui dis « Non, c'est un Coteau du Layon, c'est toujours mauvais ». Et le gars comprend tout de suite le second degré. Il me dit, bah alors goûtez celui-ci. Et je goûte celui-ci et je lui dis, c'est pas possible que vous ayez fait un vin comme ça. Et donc aussitôt, je lui fais un chèque et je lui commande des bouteilles. Et je lui dis, je vais vous les ramener parce que c'est impossible que vous ayez fait un vin de ce niveau-là. Et donc je suis allé le voir, mais sans les bouteilles, pour essayer de comprendre. Et puis quand je suis arrivé dans la région, c'est l'effet, tu te dis, oh, les cons. Ils ont une région du feu de Dieu. Tu sais que c'est des grands terroirs. Tu sais que c'est un grand chenin. Il y a eu une histoire. Hein. Ici, on insulterait les gens si on leur disait que le château de Montbenoît, qui est juste là, en 1921, il valait le même prix qu'Yquem 21. La mémoire a été complètement oubliée. Il y avait des grands vins dans la région. Et donc, on est allé voir ce monsieur et qui nous a présenté cette cuvée et le pourquoi de cette cuvée. C'était une parcelle qu'il avait donnée pour faire un protocole de réintroduction des tris dans les coteaux du Layon. Voilà. Donc, c'était un vin issu de raisin. Donc il était par là? Non, il est plus loin sur la pas... corniche angevine. D'accord. Hein, puisqu'on a ici le Layon et au nord la Loire, qui se rejoignent à peu près là, à combien? 20 km à peu près. Même pas 15 km. Donc il est un petit peu plus loin. Voilà, c'est ce qui m'a fait découvrir la région et petit à petit rencontrer certains vignerons, jeunes vignerons à l'époque, qui voulaient faire des choses différentes. Voilà. Et moi, à l'époque, je dégustais du vin. J'étais dégustateur, le petit doigt en l'air. Et moi, je savais à l'époque si un vin était bon ou pas. Voilà. J'ai beaucoup progressé depuis, maintenant, je ne sais plus. 8 ans plus tard, par rapport à la bande dessinée, parce que par rapport au début oui, du sinon c'est domaine, 20 ans plus tard. voilà, 20 Oui. ans plus tard, et 8 ans plus tard par rapport à la bande dessinée, qu'est-ce qu'il en est de l'expérience empirique? Qu'est-ce que ça apporte sur le métier, la façon de pratiquer et puis il y a une autre question aussi, mais qui viendra dans le second temps par rapport à ce que vous venez de dire, c'est celle du goût, le bon goût, le mauvais goût. Qu'est-ce qu'un bon vin? Quand est-ce qu'on sait ou qu'on ne sait pas? Comment ça se forge ça dans le Vous avez 56 heures devant individuellement, mais Oui. Ouais, on a du temps. Oui. Là, on se pose il- aussi la question par rapport à toi, Étienne. C'est-à-dire ta connaissance du vin après cette expérience, et puis rétrospective. Oui. Enfin, et puis aussi par rapport à la BD, c'est-à-dire l'échange que vous avez fait par rapport au livre qui s'appelle, si je me souviens bien, Récit D'une initiation d'une croisée, c'est ça? initiation croisée. Ok, ben vas-y. Non, mais je crois qu'au départ, tout vient toujours de l'humain. C'est la principale chose. C'est une histoire de relation entre les hommes. Je pense que la BD, Étienne va expliquer ça très bien. Après, sur le vin, qu'est-ce que ça a changé?
La BD n'a rien changé sur le vin, sur ma façon de faire. D'ailleurs, Étienne est beaucoup intervenu pour être, comment dire, très avenant, tu vois, dans notre travail collectif. Jamais il s'est mis en opposition en me disant tu devrais faire ça. Non, c'est vrai que j'ai fait preuve d'une pas sorte de que- modestie technique. Il était sur un le sujet. apprenti Ouais, ouais. sage, il est modèle. des fois un tantinet critique, non? Ah ben, On ça pense à critique. la Ironique. biodynamie, ouais. Oui. Ironique. Oui, non, la biodynamie, c'est un truc qui m'a intrigué, qui m'intrigue toujours d'ailleurs. Ouais. Et je crois que je suis pas tout seul dans ce cas-là. Nous aussi. Et vous aussi, ouais, c'est Mais ça. d'ailleurs, la question 8 ans après, c'était notamment par rapport à la biodynamie, parce Oui. que vous dites dans la bande dessinée, Étienne, vous lui faites remarquer à Richard qu'il est Mhm. bizarrement moins affirmatif que d'habitude, et vous répondez non, mais j'ai aucun doute sur la biodynamie, simplement je suis réservé non pas sur la biodynamie, mais sur mes connaissances à propos de la biodynamie. Oui, ça change pas. Ça Et change puis je pas. pense que je suis pas meilleur, mais par contre je suis de plus en plus convaincu qu'il y a un lien qui est très fort. Nous on a la chance, puisqu'on est agriculteur, hein, d'aller jusqu'au produit fini. Et donc quand tu vas jusqu'au produit fini, tu essayes d'avoir le plus de cohérence possible à toutes les étapes. Et dans le domaine du vin, la première étape, c'est toujours un leitmotiv qui est raconté par tout le monde, c'est le raisin. Or, c'est bien rarement le cas que le raisin soit considéré comme vraiment l'outil unique et indispensable. Puisqu'on arrive à la suite de ça à faire des vins dans lesquels entre guillemets, on fait rien. Laisser faire un vin fermenté, je trouve que c'est miraculeux. C'est ça qui est extraordinaire, c'est ce qui nous permet d'aller plus loin. Donc on est agriculteur, et agriculteur, c'est le fait d'aller toujours un petit peu plus loin dans la compréhension de son terroir, dans la compréhension des choses. Donc on se dit la biodynamie, après tout, si on donne un petit peu d'animal au sol, ça semble cohérent. Si on met un petit peu de silice, ça semble cohérent. Voilà. Mais effectivement, nous, on est mal placés pour établir des statistiques. Elles viendront très probablement, des études. Elles viennent. Dans les pays du Nord, ça commence à arriver. On a essayé de retrouver le passage justement dans la conférence aux agriculteurs de Steiner, Oui. sur la corne justement. On se demandait si la question, c'était pas une question de vocabulaire. C'est que tu es inévitablement sur un terrain glissant, tu n'es pas loin de l'ésotérisme et toutes Oui, ces choses-là, qui est à l'antithèse en fait de la pratique de ces mecs-là. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est que tu arrives dans une zone où tu n'es pas confortable parce que les termes que tu emploies, les quantités, les volumes, les rapports aux surfaces, tout ça font que normalement, pour un esprit cartésien, tu es à la limite du sérieux. Et pourtant, dans les faits, c'est là. C'est-à-dire que le résultat dans les vins, tout ça, il est là, du point de vue des gens qui le goûtent et qui le... De là, expliquer pourquoi ça arrive, c'est là qu'est la difficulté. Et c'est là qu'est l'intérêt de la chose, à mon avis. Moi, j'y comprends rien, je ne sais pas ce qui se passe. Je Et toi, constate tu es juste... critique par exemple dans la BD parce que tu sens que tu participes à un rituel. Ouais, alors je me fous un peu de leur gueule parce qu'on Oui. on se retrouve tous les trois avec Bruno Rochard à 5h du matin à répandre, on met de la poudre, ça tient sur l'ongle. Enfin, je le dessine même dans la bande dessinée parce que c'est infinitésimal. Puis après, on dilue ça sur des centaines de mètres carrés. Moi, qui suis un garçon plutôt rationnel, ça me fait un peu ricaner la pratique. Mais si je suis honnête, je dois avouer que le moment est magnifique et puis que le résultat est là. Disons que je remets plus en cause mon incapacité à comprendre que ce que je suis en train de décrire. Et ça, est-ce que c'est pas un des enjeux importants aussi par rapport à cette beauté du moment? Parce que chez Steiner, il en parle assez souvent, j'ai l'impression, de cette idée qu'à travers des pratiques de ce type-là, l'agriculteur noue une forme de lien intime, organique avec sa terre, avec sa conscience de l'environnement, au sens le milieu dans lequel il est. C'est évident, mais tu vois bien que ça, c'est sujet à des lectures possiblement ironique, voire un peu mystique. Oui, et alors, pourquoi pas être mystique, mais c'est pas le sujet. Mais Ouais, on n'est pas loin. On peut évidemment s'apprêter à ça, parce que clairement Steiner, il est mystique et ésotérique. Comme ça. Enfin, tu vois, tu peux aller dans ces choses-là. On peut le lire sans ça, je pense aussi. Il faut le lire sans ça, je crois. Enfin, en tout cas, il faut d'abord le lire sans ça. Après, chacun aime ce qu'il veut. Mais les gens que je côtoie ici, dans les coteaux du Léon, qui travaillent la biodynamie, c'est pas des mystiques, c'est pas des ésotériques, c'est des mecs qui sont extrêmement attentifs à ce qu'ils font, à leur lien avec le sol, avec le climat et tout ça. Mais ils sont quand même dans cette zone-là qui est vachement intéressante à décrire, à essayer de décrire. Et ça, c'est un apprentissage collectif aussi, je dirais. Enfin, je suppose que vous nous avez beaucoup parlé de vos voisins de parcelle, des autres viticulteurs qui sont aux alentours. Vous échangez beaucoup, je pense, là-dessus. Vous discutez, comment ça se passe? Oui, comme je disais, non seulement le Chenin est le plus grand cépage du monde, et on n'y reviendra Deuxième plus. fois. On va compter. Il faut être sûr. Non, mais l'avantage d'arriver dans des régions qui ont un petit peu perdu confiance dans leurs moyens, leurs capacités, parce que c'est des régions qui sont
très qualitatives, qui ont mal vécu donc l'après-guerre, parce qu'on a des vignobles de rentabilité plus difficiles. Ben, l'avantage, c'est qu'à un moment donné, le prix des terres chute tellement qu'il amène toute une population de gens venant de l'extérieur, avec un regard extérieur. Et surtout un regard on va dire, de bon sens, qui n'est pas un regard économique. Donc toute la bande de vignerons qui est arrivée à partir des premières années, c'est-à-dire, on va dire, des années 88, 90, à l'instar de Marc Angéli, qui était un grand leader, sont des gens qui sont arrivés avec beaucoup de bon sens dans l'affaire. C'est déjà la première des choses. Moi, je ne suis pas né bio. Le bio n'existait pas dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, en 1996. Par contre, il me semblait évident que cultiver une vigne, il n'y aurait jamais aucun produit de synthèse dans les traitements et évidemment aucun glyphosate au niveau des sols. Ce qui déjà faisait la différence entre nous. Donc ça nous a soudés. Au fur et à mesure, les gens sont arrivés dans ces parcelles, dans ces endroits qui sont un petit peu un Eldorado du vin, où il faut tout reconstruire. Et on s'aperçoit que ça nous donne beaucoup de solidarité. Et ça, je trouve que dans la biodynamie, ça joue beaucoup. On fait notre biodynamie toujours à trois viticulteurs. Et on est plusieurs à s'associer sur le village. Et c'est super important. Ça va dans la même démarche. Et la démarche, elle se poursuit bien au-delà, puisque chacun fait des vins différents, et plus personne ne fait de vin meilleur que l'autre. Ça n'existe pas, cette notion-là. On fait des vins avec la vigne qu'on a, selon le terroir qu'on a, et très simplement, quoi. Puis après, et vous lisez les textes de Steiner, du coup, là, ensemble, là, tous les trois? Non, je suis incapable de lire les textes de Steiner. Quand on a fait une journée à piocher et que non, mais c'est comment ça t'est venu, c'est-à-dire... Parce que c'est pas rien. J'étais amateur de vin avant. Mais il se passe qu'à un moment donné, à force de goûter, de beaucoup goûter, il y a un moment donné, on se dit, mais ces vins-là, ils ont quelque chose de différent. Et puis, à force d'aller voir les vignes, on peut déguster les vins en visitant tous les domaines avec des souliers brillants et bien cirés, mais on peut aussi aller voir les vignes des différents domaines. Ça arrive. Il y a peu de gens qui s'amusent à le faire. Mais une fois que vous allez dans les vignes, vous allez voir les vignerons. Et les vignerons, les hommes de terrain, ils vous expliquent les choses claires, nettes, honnêtement. Et là, ça vous casse beaucoup de préjugés. Parce qu'on se posait cette question par rapport à cette idée de l'apprentissage, c'est-à-dire que ça veut dire que ton apprentissage déjà de la volonté de faire du bio, elle venait déjà avant de te mettre à faire des vignes. Elle était déjà ancrée. Ça s'appelait pas bio, ça s'appelait simplement le fait d'avoir des vignes bien tenues. Alors, qu'est-ce que c'est que les ça vignes veut dire, bien tenues? Voilà. C'est toutes les questions que tu vas te poser après et que tu pilotes tout au long de ta vie. Les principales règles, c'est pas de produits exogènes. Ça, c'est vraiment super important. On est obligé de traiter mildiou, oïdium, dans nos contrées. Je parle encore une fois en France. Oui, globalement en France. On est obligé de traiter, on a ces choses-là qui sont les traitements minimums autorisés en bio, parce qu'effectivement, si on fait rien, il y a quand même pas mal d'années où on passe pas l'année, et puis donc du coup, on récolte pas de raisins, et puis les bois sont pas jolis pour l'année suivante. Donc effectivement, il y a une crainte là-dessus. Mais on s'aperçoit que moins on met de produits, mieux c'est, et qu'en fait, la vigne, c'est une plante vivante. J'ai un ami, je suis pas d'accord avec lui, mais je trouve qu'il a un point de vue qui me questionne, qui est œnologue, assembleur, et plutôt dans une veine industrielle. Oui. Et lui considère d'une certaine manière, je reformule ce qu'il dit, il le dirait peut-être pas comme ça, mais que une pratique industrielle de la viticulture et du métier de vigneron a amené une forme de développement de connaissances, quoi. Enfin, lui, il voit le côté savoir-faire de plein de trucs scientifiques, techniques qu'il a appris, il a étudié tout ça. Et en gros, quand on parle de ça, il m'explique que les gens qui font du bio et plus encore de la biodynamie ou du vin, qui vraiment veulent travailler de manière naturelle, sont en train de faire perdre des savoirs et une science au métier, quoi. Et alors, je trouve ça d'une mauvaise foi incroyable, et en même temps, son point de vue m'interpelle et me questionne, m'intéresse, disons. Et j'y pensais aussi au tout début, quand on parlait du fait qu'il y a début XXe siècle, donc c'était des grands vignobles ici. Et
comment ça change ça à un moment donné? Et je suppose que les savoirs d'un vigneron qui travaille en vin naturel, en biodynamie aujourd'hui, sont plus proches peut-être d'un vigneron du début du XXe siècle que d'un viticulteur industriel des années 70, 80 ou 90. Bon, Qu'est-ce que j'en dis? Ouais, qu'est-ce que vous en dites? C'est la question de l'histoire et de la transmission, mais sur le long cours, quoi. Bien sûr. Bah, c'est toujours l'éternel débat. L'éternel débat, c'est vraiment le débat que je prends toujours un exemple. Quand on observe, vous demandez à une personne qui a fait quelques bribes d'études scientifiques, lorsqu'elle observe un phénomène qui scientifiquement n'est pas prouvé, si elle l'observe elle-même, elle va constater que ce qu'elle a observé n'existe pas. Voilà. La seule différence, c'est que nous, on considère que ce qu'on a observé, ça existe. C'est la simple différence. C'est-à-dire que si votre ami avait l'occasion un jour d'avoir sa propre vigne, de vinifier un vin et puis de se rendre compte qu'il n'a pas besoin de vinifier, puis qu'il ne fait rien, parce qu'il a ramassé des fruits et que ces fruits, il les a pressés très simplement, qu'il s'aperçoit qu'il va laisser vinifier, qu'il va vaincre sa peur, il va peut-être faire un vin qui n'aura peut-être pas du tout de soufre et qui sera bizarrement, qui va l'étonner, mais il le trouvera très buvable. Et à ce moment-là, il se posera des questions et puis évidemment il démissionnera rapidement de son métier et il fera un métier. C'est quasiment une question générationnelle, ça. C'est-à-dire que les gens qui ont appris l'agriculture, pas seulement le monde du vin, mais là on déborde de l'agriculture, qui l'ont appris au sortir de la Deuxième Guerre mondiale ou dans les générations d'après, ce sont les gens qui, dans la longue lignée du monde paysan, ont eu la béquille de la chimie, avec des raisons objectives nécessaires. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait massivement nourrir la population. Il y avait un problème simplement d'alimentation au niveau national. Il y avait aussi écoulé tous les produits chimiques de la guerre. Et ensuite, le plan Marshall a amené en France massivement des produits chimiques qui ont objectivement développé la production par je ne sais combien. Donc les gens qui ont été élevés là-dedans, ils n'ont pas de doute. C'est-à-dire qu'avec la chimie, on produit mieux, on produit plus, on produit massivement. Les effets secondaires arrivent dans un second temps. Si la personne en question a notre âge, elle a entre 30 et 50 ans, elle est déjà normalement dans la fin de ce processus. Elle devrait commencer à se poser la question des effets secondaires. C'est-à-dire que ce qu'on produit pour alimenter notre corps doit être fait sans doute avec des règles un peu oubliées peut-être. Cette courte période, j'espère, de l'histoire de l'agriculture, qui est celle où on l'a massivement béquillé à la chimie. D'ailleurs, il commence tout à fait à avoir cette réflexion, mais ça lui demande, même si effectivement il est sûrement à la fin de sa génération, il a une quarantaine d'années, ça lui demande de revoir tout ce qu'on lui a appris à l'école, par contre, visiblement. Voilà, mais qui restait complètement je pense qu'il y a un moment où les gens étaient victimes de ce système-là dans le monde agricole français. Moi, j'ai fait aussi d'autres livres sur le monde agricole, des gens qui passaient en bio dans les années 90. Ils remettaient en cause tout le savoir-faire de la génération d'avant, qui était dans cette génération post-Deuxième Guerre mondiale. Et il y a un moment où tu es victime d'un système, parce que tu es paysan, parce que tu as des emprunts en crédit agricole, parce que tu dois produire beaucoup. Et puis le temps passant, il y a un moment où tu es complice d'un système. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'info elle circule. Les expériences des gens qui font du bio, de la biodynamie, elle est sur la table, elle est là, ça se développe. Plus on tarde à le reconnaître, plus on devient moins victime et plus complice d'un système, me semble-t-il. Mais si pour revenir sur l'idée de perdre des connaissances, je reviens à la BD que tu as faite, Étienne, et dans lequel il est question notamment quand Richard t'amène en Corse, voir ses deux frères qui travaillent dans le domaine patrimoniaux et qui justement parlent de il y a la filiation qui est très forte puisqu'ils parlent de, je me souviens plus, 1600, je me souviens plus. Et donc on a l'impression au contraire, à l'inverse de ce que tu viens de dire, Jérôme, qu'au contraire, il perpétue le même savoir. Parce que tu as quelques cas rares comme ça où cette fameuse période chimique n'a pas eu lieu. Tu vois, c'est-à-dire que tu as des domaines, et en Anjou, il y en a un ou deux comme ça, où les gens n'ont jamais pris ce détour chimique à la fin de la Deuxième Guerre mondiale ou juste après. Et donc, dans ces cas, il n'y a pas de problème, ça ne se pose pas. On est dans un déroulé régulier, et là, prétendre que c'est de la perte de connaissances, c'est quand même une énorme bêtise, parce que ce sont des gens qui, au contraire, entretiennent et affinent des connaissances sur des dizaines de générations, tu vois. Ce qui est un peu effroyable, c'est que c'est comme si la parenthèse, ou ce qui peut-être deviendra une parenthèse de quelques décennies chimiques, avait effacé complètement peut-être des siècles d'histoire et de pratique et de savoir-faire. Voilà, c'est exactement ça. C'est considérer que tu as ce même problème que vous allez comprendre tout de suite par rapport à la médecine.
C'est ce qu'on imagine que les 50 dernières années sont l'aboutissement du mammifère humain en matière de médecine. Les mammifères humains pensent à se soigner depuis quelques milliers d'années. Et on oublie ça. Et on fait toujours référence à nos quelques années, nos 50 années. Puis je vais toujours un petit peu plus loin avec mes petites levures. 30 000 ans pour nous sur la Terre. 3,5 milliards d'années, mes copines dans la cave. Tu vois ? Donc il faut penser à ces choses-là et l'homme n'arrive jamais à se replacer dans ce contexte. Les vignerons ont comme animal domestique des levures. C'est quand même des gens bizarres, je tiens à le signaler. Et je suis sûr qu'elles m'aiment. J'espère. Et qu'est-ce qui fait qu'un dessinateur de bande dessinée vient s'intéresser à ça, aux levures des vignerons et à l'amour qu'elle leur porte? Parce que j'entendais... Richard et moi, on est arrivés ici sensiblement dans les mêmes années, c'est-à-dire à la fin des années 90. On ne se connaissait pas, évidemment. Lui arrivait de la région parisienne, moi j'arrivais d'une île sur la Loire, un peu plus loin. Et puis, en se croisant comme ça, je l'entendais parler de son vin et de sa vigne. C'est un peu la faculté que j'ai développée avec le temps de pressentir l'hypothèse d'une histoire possible à venir. Tu avais déjà fait rural? Entre-temps, non. Non, je suis arrivé ici, j'ai dessiné rural, donc j'ai fait un peu mes gammes dans ce genre de bande dessinée, reportage, documentaire. J'ai fait ensuite Les Mauvaises gens. Je travaillais, on se croisait de temps en temps, j'écoutais ce qu'il disait, je me disais qu'il y avait sans doute un sujet. Mais précisément parce que j'avais déjà dessiné rural, je ne me voyais pas reproduire le même système que rural, c'est-à-dire arriver dans les vignes de Richard, dire explique-moi comment tu travailles, puis je le racontais aux gens. Ça m'emmerde de dupliquer un système comme ça. C'est-à-dire que dans rural, tu viens plus, tu suis... De façon assez classique, je viens dans la ferme, j'y passe un an, je les regarde travailler, je pose des questions. Bon, j'ai pelleté un peu de fumier, deux, trois trucs, mais enfin rien de... Bref, je ne voulais pas reproduire ça. Donc je ne faisais rien. Et puis, c'est une scène qui est dans le livre. Un jour, Richard il prétend ne pas s'en rappeler, ce qui l'arrange bien. Richard est venu dans mon atelier et puis il m'a posé des questions sur mon travail, que j'étais en train de mettre en couleur des pages de Lulu, et il me demande si c'est l'éditeur qui me dit quelle couleur mettre. Je lui dis, mais c'est complètement con comme question. Évidemment, non. Et il me dit, j'y connais rien. On avait 50 ans à l'époque. Et j'ai appris que je ne me trompais pas. C'est ça, dans les 3/4 des cas. Tu vois ? Moi, je suis dans l'autre quart. Et bref, en fait, c'est là que j'ai compris que ce type qui a une espèce de culture phénoménale dans le monde du vin, dans mon domaine à moi, c'était un puceau, mais il y connaissait absolument rien. Et il m'avoue n'avoir jamais lu de bande dessinée. Et là, l'idée, tout de suite, vient. C'est-à-dire que lui, il connaît bien le vin, moi, je connais bien la bande dessinée. Et inversement, du domaine de l'autre, on ne connaît pas grand-chose. J'ai pressenti que le gars pouvait être un peu curieux, donc je lui ai proposé ce qui est le sous-titre, cette initiation croisée. Donc je lui ai dit, écoute, tu m'embauches, je viens bosser ici, tu me fais goûter du vin, et on va goûter. Enfin, je veux que tu m'expliques le vin. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Même si je vis ici comme toi, je les vois, les mecs qui passent. Moi, je fais du vélo, je passe dans les vignes, je les vois, les mecs bosser. Mais toi, de là, bien comprendre ce qui se passe, il y a une marge. Et je lui ai dit, tu ne me payes pas, mais par contre, je te force à lire de la bande dessinée. Et au début, il a un peu râlé, il s'est endormi dessus souvent. Et donc, on a enclenché le système comme ça. Et puis, l'idée, c'était d'ouvrir pas mal de bouteilles et de livres. Et puis, quand l'une d'elles ou l'un d'eux nous parlait particulièrement, d'aller voir la personne qui l'avait fait. Et donc, c'était une année et demie assez intensive comme ça. Et alors, justement, moi, j'avais une question depuis tout à l'heure là, sur cette question de sol travaillé et vigne tenue. Oui. Parce que là, voilà, pour resituer, on est à Montbenaud et il y a d'un côté tes vignes, de l'autre celle de ton voisin. Oui. On n'a effectivement pas du tout les mêmes sols. Et c'était pour savoir qu'est-ce que ça induisait quand tu dis travailler les sols. Mais en fait, oui, c'est vrai que ça demande aussi une réponse longue parce que pour moi, travailler les terres, c'est vraiment le symbole d'un bon vigneron. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça parce qu'avant, je pensais en tant que dégustateur qu'il y avait des grands vins et d'autres. Et aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a des grands vignerons et d'autres. Et l'idée que je me fais maintenant d'un vin, c'est quand c'est fait par un grand vigneron qui comprend son bout de terrain. Donc, c'est vrai que c'est comprendre qu'il n'y a pas en fait de grandes règles là-dessus. Il y a vraiment des observations. C'est vraiment beaucoup l'observation de l'homme qui fait qu'on adapte une viticulture complètement le plus possible adaptée. Donc tu veux dire que travailler les terres, c'est l'écouter. Donc oui. Oui. Tu n'aurais peut-être pas la même façon de travailler ta terre si tu étais implanté dans un autre... Absolument. D'accord. Oui, absolument. Je changerais très probablement. Et c'est vrai je ne me permettrais jamais de
d'avoir la moindre critique envers un vigneron qui, par exemple, laisse l'herbe ou la forêt, pourquoi pas dans ses vignes. Parce qu'on est déjà nous-mêmes sur un système défaillant. Je pense que quand on est vigneron, on doit déjà comprendre qu'on essaye de comprendre le végétal. Et c'est difficile de comprendre. Difficile. Répétition 3 fois, mais néanmoins importante. C'est comprendre. On ne sait pas comprendre. Donc, là, vous voyez des vignes, les pieds sont alignés en rang. C'est pas forcément logique pour l'attraction, même animale. C'est beaucoup plus logique d'avoir des rangs alignés. Mais on pourrait envisager des choses complètement différentes. On pourrait envisager des arbres, et ça, c'est des vraies choses en devenir, hein, des arbres au milieu de la parcelle. C'est toutes ces choses qui font qu'on a une immensité de travail à long terme. Donc la forêt là-bas, par exemple, est pour moi primordiale. On a mis des années avant de l'acquérir. Hein. Donc aujourd'hui, on doit aller vers une nouvelle viticulture. Il y a des belles évolutions. On travaille avec la LPO de plus en plus. Il y a des beaux domaines qui travaillent maintenant Ligue avec de la protection LPO. des oiseaux. Oui. Merci pour la précision. Oui. Par exemple, à l'horizon là-bas, vous voyez, il y a les vignes de Stéphane Rocher. Il est en train de replanter des corridors pour que les chauves-souris puissent les emprunter la nuit. C'est-à-dire que dans ces vignes, il plante des arbustes, une petite haie, juste sous l'horizon là-bas. C'est-à-dire à côté du champ bleu? Non. Voilà, c'est ça, ouais, juste en dessous. Ah oui, d'accord. Oui. Et je suis passé le voir l'autre fois, il était en train de planter des arbres dans sa vigne. J'ai dit, mais tu vas pas récolter ça? Il dit, non, c'est pas pour moi, c'est pour la faune. Et du coup, c'est une connexion aussi avec le reste. Et donc, c'est une contrainte, c'est-à-dire que pour lui, ça va être emmerdant, passer le tracteur, tout ça. Puis il perd des terres. Et tu perds un peu de Il perd de l'argent. du vin, donc tu perds de l'argent. En théorie, dans le vieux raisonnement. Ouais. Et ça, c'est des choses qui étaient inconcevables il y a 20 ou 30 ans. Un vigneron qui fait ça, c'était juste un zozo. Maintenant, il y a des gens de la Ligue de la protection des oiseaux qui viennent voir ce qui se passe, ce que ça donne, parce qu'il y a une forêt au-dessus, il y a des arbres en bas. Si les chauves-souris circulent, c'est aussi la preuve qu'il y a des insectes. Et les insectes, ça a un rôle aussi. Enfin, toi, tout est lié. Il y a une espèce de connexion totale que les gens redécouvrent et refacilitent. Enfin, font en sorte de refaciliter. Donc oui, c'est un sujet qui pour nous est un développement constant. En l'espace de 23 ans, je vis comme tous les gens qui essayent de vivre un peu avec une passion. Tu t'aperçois que plus tu avances, plus le monde s'ouvre et plus c'est immense. Et voilà. Donc après, c'est aussi admettre que, ma foi, on a comment dirais-je, on fait le minimum. Tu fais quand même le minimum. Il faut que, année par année, je travaille quand même le sol avant d'imaginer replanter des arbres. Tu ne replantes pas du jour au lendemain. Tu t'aperçois que tu es de passage, vraiment de passage par rapport à un bout de terrain, hein, dans son accompagnement. Sauf une fois que tu comprends ça, peut-être que tu essayes de ne plus faire de vin industriel. Et comment tu t'es formé En dégustant beaucoup puis en aimant le vin. C'est la première chose. Après, sur la formation scientifique, j'ai eu un raccourci très fort par de très grands vignerons qui m'ont conseillé vivement de ne pas prendre d'études et de me lancer directement, et que ça allait aller tout aussi vite. Alors, je ne sais pas s'ils avaient raison, mais c'est toujours un mélange des deux. Hein, les études apportent toujours un handicap, hein, on le dit toujours. Un niveau élevé de scientifique amène inévitablement quelques longues années, puis des fois on s'en remet pas, de désapprentissage. Donc je suis pas passé par le désapprentissage. Mais par contre, je pense que maintenant, à l'aube de mes 58 ans, si intellectuellement j'étais à peu près encore en bonne forme, j'ai l'âge de prendre des études. Voilà. Ce que tu vas faire? Non. J'ai levé un sourcil, dis donc. Si, ça, c'est vrai. C'est des choses qui pourraient se faire. Tu vois, je pense toujours à ça, à tout ce système, cet écosystème. Où c'est vrai qu'à l'avenir, j'aimerais beaucoup être secondé sur le domaine et moi me consacrer plus à ces phénomènes-là, travailler un petit peu. Mais tu peux pas te lancer avec une folle assiduité dans chaque discipline.
que ce soit la chimie des sols, que ce soit l'agroécologie, que ce soit tout ce qu'on veut, hein, la LPO ou autre. C'est toujours des sujets infinis. Tu rencontres des gens qui connaissent la complexité du monde d'une façon folle. Mais c'est essayer de lier l'ensemble. Donc c'est beaucoup à travers des conversations, des rencontres. Ah oui, alors beaucoup. Oui. Oui, et souvent, et c'est un petit peu la chance qu'on a eue dans cette région, c'est de beaucoup se côtoyer entre nous et c'est d'échanger nos observations, quoi. C'est très amusant de voir les vignerons après les vendanges ici. Ils passent leur temps à courir d'une cave à l'autre pour voir comment ça se passe chez les copains, pour comparer, pour discuter. Il y en a un qui flippe, les autres vont le rassurer. Il y a vraiment un espèce de réseau comme ça qui est en route et c'est pas du tout... Quand tu les vois travailler seuls au milieu de leur vigne, tu as l'impression d'un métier solitaire, mais en fait, il y a un vrai réseau de gens qui bossent dans la même direction et du coup ça rend la chose, je pense, assez intéressante à vivre. Enfin moi je le vois en tant que témoin, mais c'est toujours assez amusant à voir. Bon, on l'entrevoit un tout petit peu dans la BD, ne serait-ce que parce qu'il y a un de vos voisins qui bosse avec vous. À un moment donné, on comprend que ça se reproduit fréquemment. Quand Cavaillon, Voilà. Parfois il faut aussi des bras. Tu Oui, vois, bien sûr. sûr. Pas faire seul. Mais au-delà d'avoir des bras, on comprend qu'il y a un truc de absolument. mise en commun. Ouais, et c'est cette dimension apprentissage mutuel, on pourrait dire peut-être, qui, avec Laurent aussi, nous a pas mal interpellé, et aussi dans la relation entre vous deux sur c'est le postulat un peu de base des ignorants, cette situation qui n'a rien à voir avec l'école, mais qui est néanmoins une situation d'apprentissage, de gens qui mettent en commun leur... C'est une curiosité assez simple, hein, c'est-à-dire voilà, montre-moi pourquoi ça t'occupe comme ça, quoi. Parce que du vin, tu peux considérer que c'est juste du jus de raisin fermenté, que tu bois, que tu aimes ou pas. Enfin, on peut avoir une approche extrêmement primaire de tout ça. De la même façon que tu peux lire de la bande dessinée pour te distraire, et c'est tout à fait légitime. Il y a de la très bonne bande dessinée pour se distraire. Je mets même pas de jugement de valeur là-dedans. Simplement, quand tu tombes sur des mecs comme Richard et que tu sens bien qu'il y a bien plus que ça, que c'est pas juste du jus de raisin fermenté, tu as envie d'aller voir, notamment quand ton obsession, c'est de trouver des choses à raconter. Et quand tu trouves la chose à raconter, là, tu tombes sur un fil que tu tires, et tu découvres des choses que tu n'avais pas prévues. Ce côté collectif, là, moi, je l'avais très mal anticipé avant. D'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas assez traité dans le livre, mais c'est assez intéressant, parce que tu vois des gens qui sont là, en place depuis longtemps. Alors, il y a Joël Ménard, il y a des gens comme ça qui étaient là. Il y a ensuite des gens comme Richard qui arrivent. Et puis derrière, on en parlait un peu tout à l'heure, il y a des jeunes gens qui arrivent ici parce que c'est ici, parce qu'ici, on peut acheter 2 hectares pour pas trop cher. Parce qu'ici, le terrain vaut moins qu'en Bordelais ou qu'en Bourgogne. C'est assez paradoxal. C'est le fait que ça coûte pas cher rend libre. L'argent sclérose, en quelque sorte, dans d'autres endroits, peut-être. Et du coup, ça fait un endroit où il se passe des choses, où il y a un renouveau en cours. Et assister à ça, de près, c'est une sorte de privilège. Dans la BD, la dimension collective, on l'entrevoit effectivement. Ouais. Je pense plutôt qu'elle n'est c'était pas manifeste. Mon sujet non oui, plus, voilà, c'était pas le sujet. Ouais. Par contre, on le sent vraiment pour la BD, c'est-à-dire que la découverte de la BD dans Les Ignorants, pour Richard, ça passe par un truc hyper communautaire ou collectif, en tout cas, d'aller voir les autres auteurs de bande dessinée, et pas seulement Étienne Davodo. Et puis on sent qu'il y a une vie sociale de la bande dessinée avec évidemment l'éditeur, l'imprimeur, mais aussi tous les autres auteurs, dessinateurs. Et ce truc est très fort pour le coup, je trouve. En fait, une des ambitions que j'avais en commençant ce livre, sans savoir si elle allait se vérifier, c'était que je présupposais que dans la bande dessinée, comme dans le monde du vin ici en Anjou, dans les fin des années 80, début des années 90, il y a une espèce de remise en cause du système dominant. Par la marge d'abord, puis la marge ensuite déborde un peu sur le centre de l'univers en question, et puis qu'il y a une espèce de renouveau comme ça qui est assez intéressant à observer. Dans la bande dessinée, je le sais parce que je l'ai vécu. Moi, j'ai commencé à faire de la bande dessinée dans les années 90. Dans les années 80, tout était dominé par un modèle très standard. C'était des bouquins en carton, couleur, 46 pages, chez des gros éditeurs. Au début des années 90, il y a eu un renouveau de gens qui ont remis ça en cause, qui par la marge ont insufflé un air nouveau. Et d'une certaine façon, à la même période, dans le monde du vin, il y avait ça. Et ces passerelles-là m'intéressaient beaucoup. Et à tous les niveaux, j'ai cherché des comparaisons comme ça. Ces parallèles-là, c'était un de mes enjeux aussi, c'était trouver ça. Et évidemment, en passant d'un vigneron à un auteur de bande dessinée, un salon des vins au salon de la bande dessinée à Saint-Malo, c'était une mise en écho de ces trucs-là. C'était juste des gens qui ont une pratique. Alors évidemment, le vin et la bande dessinée, c'est pas pareil, mais ils ont une pratique dans laquelle ils s'investissent complètement et ils cherchent des nouvelles façons, des façons de renouveler un peu cette pratique-là. Nous, en tant que lecteurs, ces analogies, ça nous a aussi beaucoup frappé et intéressé parce que dans notre manière de travailler, c'est aussi un peu ce qu'on cherche souvent, d'aller sur des terrains qui ne sont pas les nôtres parce que ça a beau ne pas être les nôtres, il y a des façons de penser, de faire qui, par moments, peuvent... C'est presque aussi une question d'hygiène, c'est-à-dire que faire de la vigne ou faire du vin, c'est un métier cyclique long.
C'est-à-dire que tu t'installes dans un truc où tu passes des mois, et puis le truc est fini, puis c'est bien ou c'est pas bien, et puis tu recommences, et puis tu peux avoir une usure. Il ne s'agit pas d'idéaliser la chose, hein, tu vois, c'est des contraintes, c'est du boulot. Moi, j'ai pu expérimenter que faire de la vigne sans produits chimiques, c'est vachement fatigant physiquement. Donc cette routine-là, elle fait partie du jeu aussi. Et quand tu te mets en danger en essayant de renouveler la forme, tu luttes contre cette routine, et du coup, tu insuffles de la nouveauté dans ton travail qui pourrait être sclérosé par la routine. Moi, c'est une obsession. Faire de la bande dessinée en permanence, il y a un moment où tu chopes des tics, où tu te reposes un peu sur tes automatismes. Et là, au niveau du dessin ou à tous les niveaux, dessin, narration, même sur la base du projet. Toi, ok, je vais faire un nouveau livre, mais quoi? Il faut que je trouve une nouvelle façon. Et quand Richard vient me voir, que je comprends qu'il ne connaît rien en bande dessinée, je ne te dis pas que le livre m'apparaît dans sa totalité, mais le principe du livre est là, et je sais que si mon éditeur est ok, ça sera ça. Tu vois, et c'est parce que j'ai pas encore essayé ça, ça m'excite et j'ai envie de le faire. Et c'est vrai que quand on prend la BD sans avoir pu discuter là comme on le fait avec vous, moi j'avais plutôt l'impression que ce qui avait déclenché en fait la BD, c'était plutôt que tout d'un coup c'était un apprentissage en fait. Il y a le principe de la bande dessinée, c'est-à-dire je veux aller explorer l'univers professionnel et même un peu plus que ça de Richard sur le monde du vin, son rapport à son vin, à sa vigne et au monde du vin en général. Mais une fois que j'ai cette idée-là, il me faut une forme, tu vois. Et c'est ça que j'ai gardé en tête pendant plusieurs années, jusqu'à ce jour où j'ai compris que par symétrie, je pouvais mettre en place cette initiation croisée qui est le sous-titre. Dans la BD, dans Les Ignorants, on peut te voir en train de travailler la vigne. On voit pas Richard dessiner, sauf à la fin. Il a quand même fait un dessin, je tiens à le dire, qui est reproduit dans le livre, qui est magnifique. Qui est magnifique, c'est vrai. Qui est magnifique. Peut-être qu'on voit Richard se construire progressivement en tant que lecteur de bande dessinée, ce qui n'est pas le cas au départ. Ouais. Et alors que on te voit comme ouvrier vigneron. Est-ce que et on a eu l'impression au début, on l'a un peu nuancé nous-mêmes en relisant la BD plusieurs fois, qu'il y avait une sorte d'asymétrie entre le lecteur et l'ouvrier vigneron, disons, ou l'apprenti vigneron. Pour une mauvaise raison, je pense, de passivité-activité ou un truc de ce genre-là, alors qu'en fait, y compris d'ailleurs par rapport à l'intérêt qu'on porte Laurent et moi à la lecture, évidemment, c'est pas une activité passive la lecture, mais en gros, on te voit travailler la vigne et il y a un dessin de Richard à la fin, effectivement, mais on ne le voit pas en train de. L'idée, c'était pas que Richard fasse un livre. Oui, voilà, bien sûr. Pas plus que c'était que moi. Tu deviens pas vigneron. Mon intervention sur la vigne de Richard, elle est marginale. Enfin, j'ai un peu taillé, j'ai un peu pioché, mais c'est par tes erreurs quand même. Moi, je trouve quand même qu'il y a quelque chose de très fort. C'est par tes erreurs sur la vigne, que moi, n'y connaissant rien au vin et à la vigne, tu perçois par exemple la difficulté de manier des outils, le fait que ça puisse chasser, comment un sol est constitué. Tu vois, quand avec ton soc tu pars, tout d'un coup on se dit oula, il a l'air quand même costaud. Et effectivement après, Richard t'explique bien que ça chasse et que c'est compliqué, quoi, que ça pas ainsi. Alors au final, c'est effectivement plus un livre. Si on doit choisir, c'est plus un livre sur le vin que sur la bande dessinée. Mais je vous rappelle que c'est de la bande dessinée. Donc la forme rééquilibre un peu ce déséquilibre de fond. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est de la bande dessinée purement, où la bande dessinée se montre elle-même. Je pense que c'est le seul livre de bande dessinée, par exemple, où figure l'éditeur en tant que personne. Tu vois, il y a cette espèce de retournement sur elle-même. Même la fabrication de la BD. Oui, je parle de fabrication du livre, je parle de tout ça. Et a priori, en bande dessinée, on fait tout pour oublier ça. Tout ce truc-là, on l'évacue au loin. On reste sur ce qui arrive au personnage. Et dans ce livre-là, précisément, ce qui arrive au personnage, c'est qu'ils font une bande dessinée. Ouais, j'ai un peu joué sur cette espèce de looping sur soi-même que fait le livre. Et du coup, je peux, comme c'est de la bande dessinée, me consacrer plus largement au monde du vin, qui m'intéresse moi d'ailleurs plus que celui de la bande dessinée dans ce cadre-là. Et puis il y a quelque chose de très généreux, on s'est fait cette réflexion tous les deux, vous dites que vous avez toutes les deux une activité très sédentaire, et vous avez, en tout cas dans le bouquin, dans la BD, une espèce de liberté à tout d'un coup vous dire, il faut qu'on fasse 700 km pour avoir une expérience directe avec Ganeva. Mais il y a une espèce de vent de liberté comme ça, où vous partez comme ça tout d'un coup à la découverte d'un apprentissage un peu buissonnier, quoi. C'était le cas. Enfin, je veux dire, je n'ai rien dessiné d'autre que ce qui s'est produit, mais alors moi c'était facile puisque j'étais en train de faire mon livre, donc c'était la priorité absolue.
La chose que j'ai dit à Richard quand on a commencé cette expérience, quand je lui ai proposé le projet, son acceptation s'est passée exactement comme je la dessine. C'est-à-dire que je lui ai dit, tu réfléchis, tu prends ton temps. Il s'est levé, il a ouvert 3 bouteilles, il a dit, c'est parti, on y va. Je lui ai dit, par contre, tu fais gaffe, tu me plantes pas au bout de 3 mois parce que tu en as marre d'avoir un mec sur le dos dans ta vigne. Parce que moi, au bout de 3 mois, j'aurais commencé le livre et je serais dans la merde. Donc non seulement il m'a pas abandonné au bout de 3 mois, mais il a même activement contribué quand le livre est sorti, à l'accompagner. On a fait des débats, des rencontres. C'était d'ailleurs plutôt plaisant. Et, enfin pour moi. Mais c'est vrai que lui, il a en plus de tout ça, cette petite chose à côté de nous, de 3 hectares, qui nécessite des soins constants. Donc il fallait une implication réelle. Je dois avouer que il a joué le jeu plus que je pensais, enfin plus que au-delà de ce que j'espérais. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que si j'accepte tout de suite, c'est parce qu'il y a un phénomène humain. Je suis sûr d'Étienne, donc je ne sais pas du tout où il va aller. Il me propose ça, je sais qu'il dessine de la bande dessinée. Ça, je l'ai su après. Ah, tu connaissais pas sa bande dessinée? Si, parce que c'est le gars local. Donc je lisais quand même par politesse, j'ai lu ses bandes dessinées. Tu as lu Rural, en disant que par c'était exemple? bien, ouais, Rural, Les Mauvaises Gens, tout ça. Je trouvais que c'était bon, mais que ça n'a rien à voir avec de la bande dessinée, d'abord, puisque c'était bon. Et quand il est arrivé à un moment où moi je me posais des questions, parce que j'ai une drôle d'histoire un petit peu dans le vin, quand même, depuis ça fait maintenant plus de 40 ans. Et c'est une passion. Je suis parti forcément, comme toute personne, comme tout étudiant, vers des voies diverses, vers des études qui plaisent pas forcément spécialement, mais on les fait parce qu'on se laisse pousser par la vie, quoi. Il suffit d'avoir un bac et puis après on va faire des études. Mais qu'est-ce que tu veux faire? On ne sait pas, c'est toujours pareil. Bon, bref, ça, je pense que ça concerne beaucoup de jeunes gens actuellement. Moi j'étais exactement pareil. Et la passion du vin m'est venue dans ces moments-là, avec ma femme à l'époque. Et je me suis dit, ces gens-là, ils ont un métier. Et à partir de là, ça m'a plus quitté. Le goût me plaisait. J'aime ça, le goût du vin. Donc ça faisait beaucoup d'années de passion. J'ai goûté des choses. J'étais dégustateur de vin cher avant. Et c'est vrai que cette histoire un petit peu bizarre, je me disais à certains moments, c'est quand même bête. J'ai vu tellement de trucs, il faudrait que je l'écrive. Tu vois, et je me disais, forcément, je suis incapable de t'écrire. Ça ferait un livre catastrophique, pas un livre, un cahier catastrophique. Et puis Étienne est arrivé juste au moment-là. Et je me dis, ça c'est un truc qui est je ne savais pas tout ça à l'époque. Ouais. Et je me dis, plutôt que d'écrire toutes ces choses, ces expériences de dégustation, de grands crus et autres, et puis le passage ici qui était un petit peu folklorique. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui commencent à prendre cette voie-là, à quitter leur métier, à changer, mais c'était pas le cas en 96, 18, 2000, 2005, c'était pas encore trop le cas. C'est venu, ça vient vraiment maintenant sur cette décennie, ça commence à arriver un petit peu plus. Donc c'est vrai que l'idée de contribuer un petit peu d'une manière ou d'une autre à cette chose-là, cette évolution de société m'emballait. Et puis je me disais que quand Étienne est arrivé, je me suis dit, on est tous en train de travailler. J'étais quelquefois sollicité pour des films, c'est très difficile pour parler du bio, parler de notre aventure, mais après tout, pourquoi pas le vecteur bande dessinée, et connaissant Rural ou Les Mauvaises Gens, je m'étais dit après tout, faut foncer. Donc j'ai pas eu un temps de réflexion très très long. Mais Étienne s'est aussitôt planté en dégustant les vins, je vous le dis tout de suite. Il a trouvé que mes vins proposés sentaient la chaussette. Si je vous disais le prix de la bouteille qu'il buvait. Mais le pire, c'est qu'il avait raison. En fait, on a beaucoup joué là-dessus, c'est-à-dire qu'il m'a fait goûter des vins qui coûtent une fortune et m'a demandé ce que j'en pensais. Je ne trouvais pas terrible. Évidemment, j'en entends parler toute ma vie maintenant, évidemment. Et d'ailleurs, lui... Mais tu n'étais pas un culte, c'était par bon sens. C'est la liberté que procure l'ignorance, c'est ça. J'ai jeté à l'évier un truc que des gens auraient fait péter leur PEL pour acheter la bouteille, quoi. Alors il ne faut pas déconner, ce qui procure la liberté, c'est le savoir. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il me semble que plus tu sais, plus tu es libre. Mais l'ignorance procure une espèce d'espace à occuper
où tu peux faire des conneries parce que tu as le droit, parce que tu connais pas. De la même façon, Richard Leroy a décidé que Moebius c'était de la merde. Et ben à chaque fois qu'il rencontre des auteurs de bande dessinée maintenant, on lui dit alors Moebius, tu as changé d'avis. Évidemment, il peut pas changer d'avis parce que ça serait se dédire et que c'est pas le genre de la bête. Moebius, ça va pas Donc du tout. plus ça va, plus Moebius c'est de la merde. Tous les dessinateurs ont tort Voilà. sur ce sujet. Et- C'est ça qui est absolument infernal. Il va falloir leur expliquer tous les uns après les autres en quoi Moebius avait des dessins qui manquaient de vie. Est-ce que tu pourrais le faire alors là pour nous faire une petite démonstration rapide sur cette chose? C'est complètement évident parce que dans ce sujet, pour en découler, en fait, moi j'ai trouvé que la formule, c'était Michel Legrand qui écrivait ça pour composer, qui disait qu'il faut beaucoup de travail pour oser l'ignorance. Mais moi je trouve que ça se révèle dans tous les moments de la vie. Hein. La notion d'ignorance, elle est super importante pour se poser les bonnes questions. Le pourquoi. Pourquoi Matisse il fait des petits découpages, tu vois. Et si tu ne t'appuies pas sur ton ignorance et que tu t'appuies sur une pseudo-culture, tu mets un temps fou avant de comprendre ça. Mais si par contre tu te laisses aller dans une exposition Matisse par exemple très bien constituée, ben, tu t'aperçois que c'est quelqu'un qui est complètement structuré, qui a appris, qui sait parfaitement maîtriser son métier, son art, et qui arrive à la fin à faire quelque chose qui est lumineux, quoi. Enfin, et tu le vis comme ça. Et pour moi, là j'ai une réussite parce que je suis absolument ignorant dans cet art et j'ai de l'émotion. Et c'est ça la grande émotion. Et dans Moebius, on a tout l'inverse. On a vraiment un homme malade et ses dessins le reflètent complètement. Donc il y a une dureté. Alors c'est magnifique pour les dessinateurs parce que c'est géographiquement, géométriquement, enfin plutôt géométriquement, peut-être inventif, intéressant. Mais par contre, la froideur des dessins montre que on est encore une fois sur des personnes profondément atteintes, quoi. Voilà. Et néanmoins sans doute doué. Mais il y a plein de vignerons comme ça, dont les vins sont très célèbres, très chers, mais parfaitement imbuvables. En termes d'émotion. Moebius, où que tu sois, Pardon. ça a encore été ta journée. Il avait l'autre. Il a pas mal d'admirateurs, il peut se permettre Il y a d'avoir beaucoup d'admirateurs, et puis- quelques détracteurs. Non, quand mais même. c'est vachement bien parce que du coup, il en joue évidemment. Mais en plus, c'est vraiment un des rares auteurs de bande dessinée dont on a tous, pour lequel on a tous une sorte de respect parce qu'il a atteint il a atteint des trucs qu'on n'atteindra pas. Tu vois. Il les a atteints notamment d'ailleurs à travers des expériences comme des champignons hallucinogènes. Enfin, toi, il a fait un travail sur les dépassements de l'imaginaire comme ça qui sont très intéressants, en plus d'être techniquement très forts. Donc je connais peu d'auteurs de bande dessinée qui ne considèrent pas Moebius, sinon comme un grand maître, mais en tout cas comme quelqu'un qui a quelques coudées au-dessus de tout le monde. Donc c'est pas mal que de temps en temps, il y ait un type qui arrive comme ça, avec sa casquette, qui connaît rien, qui déboule dans les festivals et qui dit « Non, Moebius, sans déconner les gars, c'est de la merde ». Donc c'est rigolo parce que il parle du point de vue de l'humain aussi, c'est ça qui est intéressant, Oui, là, en l'occurrence Richard. Je reprends ça de voler, mais sans problème. Mais Dans oui, le non, monde mais du vin, c'est- ça existait. Ouais, Ça, ouais. on a créé des grandes étiquettes, des grandes images, des grands vignerons avec des bouteilles qui sont fausses humainement. Ah, mais sur ce Et, point précis, et- je suis et là, on absolument a d'accord. exactement ça. L'émotion ne sort pas. Et ça, c'est une évidence. Et puis, personne n'ira me dire qu'il a de l'émotion par rapport à Moebius. Il faut encore voir le monde d'où tu viens, Étienne, qui est comme nous, le monde de la vigne, qui était relativement sous-développé. Et à cette époque, tout le monde apprenait et on en a fait un standard. On s'est mis très facilement à aduler, mais aduler pour des raisons techniques, forcément. Ça, moi, je ne discute pas de l'aspect technique des choses. Je dis simplement que si tu regardais ça, si tu te replaçais dans le contexte, si tous les dessinateurs se replaçaient dans le contexte, eh bien, ils trouveraient les dessins de Moebius super intéressants, c'est certain. Mais il y a des gens extraordinairement forts qui sont sortis depuis et qui amènent de l'humain dans leurs choses. C'est une Dans AOC leurs œuvres. Moebius, c'est ça le problème? Comment? C'est une AOC Moebius, c'est ça le C'est problème? une parfaite AOC. Ah, c'est très exactement l'inverse. C'est pour ça que son raisonnement ne tiendrait pas longtemps. Mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est vraiment un contrepoint à une. Mais il a fait différent. Non, c'est l'inverse d'une AOC. C'est précisément un des types qui a, si on veut faire ce genre d'analogie entre le monde de la bande dessinée et celui du vin. Qui a créé une typiquement- AOC. Non,
Justement, non, c'est exactement l'inverse. Mais non. Et c'est même plus subtil que ça, puisqu'il s'est même divisé en deux. Toi, il a continué sous son vrai nom, Giraud, à faire du western très classique sur des scénarios extrêmement conventionnels de Charlier. Et puis sous le pseudonyme de Moebius, justement, il est allé justement exploser les limites des AOC de la bande dessinée. Et c'est en ça que ce mec-là est une charnière vachement importante. Et ça, historiquement, tu peux pas le nier. Oui, d'où sa création de la non plus. nouvelle AOC. Non, justement, non. Je pourrais prendre d'autres exemples, notamment des vignerons avec lesquels tu aurais fait une meilleure bande dessinée, comme t'en dis certains. Enfin, tu vois, voilà, Je pourrais le dire, je pourrais donner des noms de gens comme ça qui ont des telles personnalités qu'à un moment donné, ils refont l'AOC par rapport à leur définition du vin. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de vignerons qui sortent des AOC, comme le fait Richard Leroy d'ailleurs, mais à l'origine, l'AOC, ça partait d'une bonne intention, tu vois, précisément. C'est-à-dire que ça sert à identifier un terroir et pour donner des indications aux vignerons qui le travaillent. Simplement, quand cette identification devient un carcan, il y a plein de vignerons qui décident, même en étant en Anjou, de ne pas s'appeler Anjou, tout simplement, ou ne pas s'appeler Coteaux du Layon. Et ce qui était à l'origine donc un critère qualitatif, l'AOC, devient maintenant un peu le temple de la standardisation. Et les gens qui sont hors AOC, qui sont du coup en vin de France, tu m'arrêtes si je dis une connerie, qui était à l'origine une qualification un peu infamante et dégradante, les valeurs se retournent. Vin de France, c'est maintenant un peu le territoire de la liberté par rapport au carcan de l'AOC. Je schématise grandement, il y a plein de gens qui ne seraient pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Mais effectivement, c'est ça, c'est vraiment s'adapter à son terrain et puis faire un vin qui a la couleur de son terrain. Et c'est pour ça que quelquefois, les AOC sont limitatives parce qu'elles essayent d'englober tout le monde et que les normes sont extrêmement difficiles à établir. Et on a des normes en degrés alcooliques qui sont établies, où on peut se retrouver avec des degrés alcooliques plus hauts que prévu, plus bas que prévu. Les normes en acidité volatile, c'est une grande discussion. C'était bien pour les vins industriels, c'était pour éviter certaines dérives, et ça c'est compréhensible. Entre les gens, les vignerons qui faisaient leur vin il y a un siècle ou il y a 2 siècles de façon empirique, dont certaines cuvées tournées en vinaigre. Et puis la commercialisation plus large, où il a fallu un petit peu apporter de science. Et bien évidemment, la science a apporté des bienfaits à ce niveau-là. Mais maintenant, le monde est un petit peu en train de se retourner. On s'aperçoit que l'apport scientifique est une chose, mais il n'est pas que la chose. Là, on parle du carcan que peuvent être les cahiers des charges, disons, techniques, sur la question des AOC, par exemple. Mais un peu dans la continuité de ça, il y a autre chose qui nous interrogeait avec Laurent, c'est pas sur les appellations, mais les labels peut-être plutôt tels que bio. À un moment donné, vous dites dans la BD, je crois que c'est vous, que vous voulez pas que les gens consomment votre vin parce qu'il est bio, et que même si vous le faites en bio, il ne s'agit pas d'un affichage comme ça. Alors, c'est pas des questions vraiment de carcan technique là, plutôt, mais de comment un mot devient prescripteur du bon goût ou quelque chose comme ça. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on est à l'aube de 2020, et c'est vrai que le terme bio est devenu momentanément commercial. Et ça, c'est une chose que je voyais depuis le début, puisqu'il y a eu un succès immédiat sur les cuvées bio. Moi, là où je me sentais pas bien, c'est que je refusais de vendre un vin parce qu'il était labellisé. Moi, ce que je voulais, c'est qu'un acheteur enlève le bouchon, goûte le vin et me dise « j'ai une émotion là-dessus » ou pas. S'il l'a pas, ça me rend des services qu'il ne m'achète pas mon vin. Parce que c'est pas comme ça qu'on établit des relations à long terme avec sa clientèle. Et moi, je suis très, très heureux d'avoir des gens qui m'ont acheté le vin au début, au fur et à mesure de ma carrière, et qui ne sont pas partis parce que sans doute que le courant passait. Soit humainement, sans doute humainement. Je pense que ça va souvent de pair. Et puis parce que le vin leur procurait quelque chose. Ça veut dire que tu fais des vins qui doivent être bu rapidement? Non, parce qu'au contraire, pour le vin doit-il se garder? Il faut lui demander à lui, pas à moi. Et parce qu'il s'est fait tout seul, le vin, pour moi. Donc, c'est lui qui peut dire s'il peut se conserver. Là-dessus, j'ai une idée qui évolue perpétuellement, dans le sens où j'aurais dit il y a 12 ans, 15 ans, j'étais encore influencé par le monde habituel de dire qu'un vin sans soufre ne peut pas tenir. Voilà, 12 ans plus tard, c'est là ce que j'aurais pu dire au moment de la BD, mais je n'étais pas prêt à ce moment-là, dire qu'aujourd'hui, c'est seul un vin sans soufre peut avoir une grande garde. C'est pas pareil, mais j'entends bien. Ça ne veut pas dire un vin qui n'a pas eu de soufre à la vinification, ça veut dire un vin qui est issu de raisins sains, et à partir de là, on peut peut-être avoir l'ambition de faire un vin qui se fasse tout seul et bénéficie d'une grande garde.
Après, la garde, c'est une notion relative. Pour moi, la garde, c'est la meilleure définition, je pense, c'est le moment durant lequel on garde le vin dans la bouteille et jusqu'au moment où on enlève le bouchon. Voilà. C'est à chaque personne de le faire selon ce qu'elle veut, selon ce qu'elle souhaite. Mais lorsqu'un vin a un petit peu de structure, et puis de vie, mais on peut l'ouvrir jeune, on peut l'ouvrir vieille, il n'y a aucun problème pour ça. Et puis après, au-delà du c'est normal, c'est pas si simple que ça de faire un vin sans soufre. On fait quelquefois des réussites. Après, si jamais c'est des réussites, on ne sait pas vraiment pourquoi. Tu vois, il faut quand même savoir, parce que tu fais rien dedans. Donc savoir pourquoi quand tu fais rien, le vin est bon. Tu vois, c'est complexe. Donc là-dessus, c'est très difficile de donner des leçons. Et tu as tellement de facteurs qui jouent sur les phénomènes fermentaires, qui sont à ce jour mal découverts encore, qu'on peut très facilement perdre du vin, perdre des cuvées sans qu'on ne maîtrise quoi que ce soit. Donc c'est toujours un sujet moi je le prends toujours avec beaucoup de retrait. D'ailleurs, toutes mes étiquettes sont absolument simplement légales. Je mets content sulfite pour que ça colle sur tous les marchés mondiaux. Et puis voilà. Après, l'histoire du soufre que j'ai mis, si j'en mets, enfin ce qui est rare désormais, très, très rare. Tu n'en mets plus du tout? Mais c'est pareil, ça dépend. Ça dépend. Tu vas avoir un exemple. J'ai un exemple depuis. On t'en mets ou t'en mets pas? Putain, c'est voilà. Non, non, c'est plus compliqué que ça. Voilà, là, t'as boum, 10 pages qui partent. Voilà, c'est les questions que me posait Étienne et ça, aucun vigneron ne pourra parler aussi clairement là-dessus. Tu as différentes cuvées et sur les différentes cuvées, tu peux aussi faire des petites erreurs de vinif. Donc, dans les 8 dernières années, j'ai fait une petite erreur de vinif, je me confesse, en 2014 sur une cuvée. Voilà, et c'était une cuvée où, là, encore une fois, la suffisance de l'homme est importante. Tu goûtes les vins, tu sais qu'ils sont complètement finis en fermentation, tu imagines qu'ils sont finis et tu ne les analyses pas. Puis quand tu les analyses, que tu as tout soutiré, que tu mets ça en cuve, tu t'aperçois qu'il y a du sucre résiduel et que le vin peut refermenter en bouteille. Et donc, tu as fait une erreur. Donc, il faut le filtrer. Voilà. Donc c'est la sanction, et si tu filtres, il vaut mieux mettre un tout petit peu de soufre, ce que j'ai mis 1 demi-gramme de soufre. Ce qui fait que c'est très difficile d'entrer en religion. Déjà, j'en ai pas ailleurs, alors c'est pas le moment d'en avoir une dans le vin, parce que c'est autrement plus important le vin.